Bonjour à vous les passionnés d'histoire, c'est Occam. Et cette fois-ci, nous allons aborder un point déterminant de la construction d'une civilisation, et notamment d'une civilisation comme celle de Primae, qui donnait une telle importance à la conservation de l'information. Je veux bien entendu parler de la langue et de l'écriture. Pour commencer, je tiens à faire un rappel concernant les termes que j'utilise fréquemment pour parler de certains éléments découverts par les chercheurs. J'entends par là des termes comme touris pour les tours d'archives, nucleus pour les villes noyaux, ou bien d'autres appellations telles que celles des noms des dieux. Ces noms de consonance latine sont du fait des chercheurs et scientifiques qui se sont mis d'accord pour donner ces appellations. Il ne s'agit évidemment pas de la véritable appellation par la langue primaréenne, pour la simple et bonne raison qu'on ignore totalement quelle en est sa consonance. Et oui, car nous sommes, nous Européens, finalement assez habitués à voir dans chaque langue qu'une simple déclinaison de l'utilisation de notre alphabet, avec parfois quelques variations spécifiques. Or, il n'en est rien pour l'écriture primaréenne. Elle date de bien avant l'invention de notre alphabet grec, qui a été établi, je le rappelle, plus ou moins aux alentours du 9e siècle avant Jésus-Christ. Pour la petite histoire, même si c'est Lucien Febvre qui a découvert la première vague forme d'écriture en 1908, c'est à Zoé Oldenburg qu'on doit la découverte le 9 septembre 1966 de ce que certains appellent la pierre de Rosette primaréenne. Bon, en vérité, elle n'a de pierre de Rosette que le nom, puisqu'il ne s'agit pas du tout d'un moyen de comprendre l'écriture, mais juste une plaque d'archives très bien conservée et comprenant beaucoup d'écriture. C'est à partir de cette découverte que les chercheurs et historiens ont commencé à rassembler les informations et que le projet de Primae a réellement pu se lancer. Le plus amusant dans tout ça, c'est que la fameuse découverte de Zoé Oldenburg était en réalité un rapport administratif d'un petit paysan de la plaine centrale qui se plaignait que le crocs de son voisin venait, je cite, déféquer sur son champ avec une insouciance qui frôle l'indolence. Ça n'a pas de grande valeur historique, mais c'est quand même amusant de se dire que le chien de votre voisin qui pisse sur vos géraniums sera peut-être une découverte fondamentale dans plusieurs millénaires. Bref. Toujours est-il qu'en ce qui concerne l'écriture primaréenne et son alphabet, si on peut dire, elle se rapproche bien plus d'une écriture cunéiforme ou de l'utilisation de kanji dans la langue japonaise que de notre écriture à l'alphabet latin. Pour un exemple un peu plus précis, comme on peut le voir ici, les primaires utilisaient 8 symboles différents. 3 grands symboles que l'on nomme maxis, 3 petits symboles que l'on nomme minus, et les 2 symboles de points et de traits que l'on nomme micro. Un mot est composé par l'assemblage de ces symboles, les symboles maxis sont placés au centre, alors que les symboles minus et micro sont disposés autour. Ainsi, chacun des symboles par leur positionnement, leur ordre, leur répétition et leur rotation, oui car en effet le carré peut être disposé en losange, ou le triangle peut pointer vers le haut ou le bas, chacun de ces symboles donc va définir ou préciser le mot. Alors en soi, on pourrait se dire que ce devait être extrêmement fastidieux pour les scribes d'écrire avec de tels symboles à réaliser. Si à chaque fois que l'on veut rédiger un mot, il faut dessiner carré, rond et triangle, ce doit être une horreur. Eh bien oui, sauf que non. Une fois de plus, en nous disant cela, on ne fait que raisonner avec les paramètres de notre époque, ou même simplement de notre histoire. Cela paraît évident pour nous actuellement que l'écriture passe forcément par l'utilisation d'encre sur du papier ou au moins de quelque chose de pigmenté que l'on va disposer sur une surface. Or, il s'avère que ce n'était pas du tout la méthode utilisée par les primaires. Pour des raisons encore un peu obscures, ce peuple a découvert très tôt le métal. On pense que le mont Fratera comprenait une grande carrière de fer. Son âge de fer a donc démarré très vite, et ce qui semblait être les premiers balbutiements de son écriture sur des parois de grottes a été rapidement remplacé par ces symboles. En effet, la plaine centrale qui, je le rappelle, était le point de départ du peuple primae avant son exode, regorgeait de grandes pierres ponces sur lesquelles les primaréens venaient marquer les différents symboles à l'aide de grandes tiges de fer taillées suivant les différentes formes voulues et chauffées à blanc. Pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment ce qui les a poussés à préférer cette méthode plutôt que celle de la pigmentation. Il se pourrait que, dans la continuité de leur découverte du métal et son façonnage, ils aient constaté que ce même métal porté au feu pouvait laisser des marques comme des pochoirs sur la pierre. D'une certaine façon, c'est un coup de chance que ces pierres soient ponces. Si cela avait été du granit à la place, le marquage aurait été impossible et ils auraient certainement ignoré cette méthode d'écriture. Toujours est-il, et nous sommes toujours dans le champ des suppositions,
qu'ils ont dû également se rendre compte que la pierre, laissée à l'extérieur sous les intempéries, n'était pas pour autant le meilleur moyen de conserver l'information, puisque l'on retrouvera dans les fouilles des pierres ponces marquées qui étaient apparemment conservées dans les grottes, et pourraient fort bien être la toute première version des tours d'archives. Bref, le fait est que c'est ce mode d'écriture qui est devenu la norme pour les primaires. D'abord en portant de gros fers sur des pierres ponces, avec uniquement 5 symboles différents, puis, petit à petit, à mesure de leur déplacement et du début de l'Exode, ils se sont mis à utiliser le bois au lieu de la pierre et à réduire la taille de leurs ustensiles, jusqu'à arriver finalement au stade le plus avancé de leur écriture, sur ce qui pouvait s'apparenter à du papier très épais, obtenu par une fabrication à l'aide de copeaux de bois. Il y a de fortes chances que la toute première utilisation de ce papier date très précisément de moins 4669, dans la mesure où il s'agit d'un document administratif et que ce dernier est justement daté au 14 du calendrier nucléen, ce qui correspond donc à moins 4669 avant Jésus-Christ. Même si ce n'est pas encore avéré, certains des scientifiques qui travaillent sur le sujet de l'écriture envisagent la possibilité que les fameuses tiges avec les différents symboles ne datent que de la période Touris, vers la fin de l'Exode, quand les primaires ont utilisé l'écriture sur bois. Ils pensent qu'avant cela, ils n'utilisaient pas différents fers de formes variés, mais un seul fer qu'ils bougeaient à la manière d'un stylo pour créer les formes. Cette thèse est soutenue par le fait que beaucoup des symboles découverts datant de périodes antérieures paraissent très irréguliers les uns par rapport aux autres. Cette thèse est expliquée en détail par Guy Dutcher dans son mémoire « Vues et réflexions sur les outils d'écriture primarienne ». Donc, à l'apogée de sa technique, l'écriture primarienne se faisait ainsi sur ce papier très épais, assez proche du carton, à l'aide de tiges de fer suivant une technique spécifique. Quand il s'agissait de quidam standards et que leur utilisation de l'écriture restait assez limitée, ils écrivaient en utilisant les différentes tiges, chacune de la taille d'une petite paille, qui était généralement laissée dans un bol. Lorsqu'ils avaient besoin d'écrire un symbole, ils saisissaient la tige voulue, la portaient sur la flamme d'une bougie, puis la pressaient sur le papier. Là où c'était plus intéressant, c'était lorsque c'étaient les scribes qui écrivaient, à savoir donc des personnes qui passaient leur journée à écrire et qui maîtrisaient le plus cette langue. Au lieu d'un bol, les scribes portaient les différentes tiges à l'aide d'un système de ventouses directement fixé au bout de leurs doigts. Ils avaient ainsi un symbole pour chaque doigt qu'ils pouvaient rapidement utiliser sans avoir à le prendre et le poser en permanence. Notez d'ailleurs que c'est ce qui justifie pourquoi il y a 8 symboles en tout. Cela permet d'avoir un symbole par doigt tout en conservant de libre le pouce et l'index de l'une des deux mains pour continuer à saisir les pages. Bon alors, je dis tige jusqu'à présent pour ne pas trop vous perdre, cependant il faut savoir que le vrai nom donné par les historiens sur ces ustensiles était les cales, qui vient de calefio pour chauffer. Tiens, une petite anecdote amusante au passage. Un des signes qui permet de distinguer facilement un scribe apprenti d'un scribe expérimenté, c'est la marque de la chauffe. En effet, les apprentis n'ont pas l'habitude et ont tendance à laisser le cal trop longtemps ou pas assez au contraire. Cela crée souvent des variations dans la noirceur des symboles. Il y a un temps optimal, mais vous vous doutez bien que les scribes expérimentés ne s'amusaient pas à calculer les secondes. C'était plus un ressenti, et cela venait avec l'expérience. Ainsi, quand on regarde les écrits d'un scribe expérimenté, on se rend bien compte que tous les symboles sont d'une marque de chauffe parfaitement uniforme. Bon, et sans parler des incendies provoqués par des apprentis quelque peu maladroits. Ce qui a poussé les Villenoyaux à lancer un appel pour encourager les tuteurs à ne pas faire écrire les apprentis dans la salle des archives. Au cas où. Bon, parlons un peu plus de l'écriture des mots à présent. Comme je vous l'ai dit, c'est l'agencement des symboles maxis, minus et micro qui définissent le mot. Là où ce mode de langage est très intéressant, c'est qu'il a été pensé de telle sorte qu'il puisse être compris facilement par n'importe qui. Mais, suivant le degré d'instruction, tout le monde ne le comprendra pas avec la même profondeur. Pour vous montrer, là, les signes maxis sont les premiers symboles que chaque primaire apprend durant son éducation. Si on s'en tient à leur archive, dès 9 ans, un enfant de primae est capable de comprendre la signification des constructions maxis. La compréhension des signes minus vient plus tard et demande un approfondissement. Cela dépend des capacités de chacun, mais disons qu'il faut attendre les 15 à 18 ans pour les comprendre. Enfin, tout ce qui est signes micro et signes minus additifs, ceux-là ne sont généralement compris que par les scribes ou les personnes très instruites, ou, suivant les agencements, par certains corps de métier. Je vais prendre un exemple concret, histoire que cela soit plus clair.
Prenons le cas de notre langue. Si je vous mets la phrase « Le méchant homme écrasa un écureuil avec sa voiture ». A priori, tout le monde comprend, et bon, même s'il y a un petit côté enfantin, c'est très clair. Mais maintenant, si je vous mets la phrase « Le gougnafier écrasa le spermophile suridé avec sa Volkswagen Tiguan TDI 240 ». La phrase devient imbitable, soit par l'utilisation d'un jargon que tout le monde ne connaît pas, soit par l'usage de termes scientifiques trop pointus, soit par l'intégration de détails techniques spécifiques. Prenons maintenant le cas d'un mot en langue primaréenne. Ce que vous voyez là, si vous lisez à la fois les maxis et les minus, cela signifie armure de plaque, ce qui était un type d'armure en métal assez fréquente dans les parties nord de Status. Si vous ne lisez ce mot que par les maxis, cela signifie vêtements de protection. Littéralement, si vous lisez les maxis puis les minus, cela donne vêtements de protection en métal lourd avec des agencements de plaques. Donc en gros, une armure de plaque. Et enfin, si vous y ajoutez les micros, vous obtenez les informations sur le poids de l'armure, son lieu de fabrication, la taille, son usure, etc. Donc, vous comprenez tout l'intérêt. Ce mot peut être compris par les plus grands érudits comme par les tout jeunes enfants. C'est juste qu'ils ne seront pas compris au même degré de détail. Bien entendu, cela ne veut pas dire pour autant que les érudits lisaient toujours la totalité des micros. Ils s'en tenaient souvent aux minus, ne parcourant les micros que lorsqu'ils avaient besoin de détails complémentaires. On retrouve d'ailleurs quelques documents assez amusants où des scribes, notamment des apprentis, se font engueuler par leur tuteur pour avoir fait de l'excès de zèle avec les détails en micro. Il faut avouer que cela peut rapidement prendre de la place, et quand on voit comment sont pensées les phrases, enfin bon, ça nous en parlerons une prochaine fois. Pour terminer, et même si ce n'est pas forcément le plus important, je dirais même que c'est assez anecdotique, nous allons jeter un œil aux noms qui sont donnés aux différents symboles par la communauté scientifique. Bien entendu, il s'agit de termes totalement arbitraires, mais vous allez vite comprendre où ils veulent en venir, si on peut dire. Donc, pour les maxis, le rond se prononce O, le carré Phi et le triangle K. Pour les minus, le rond se prononce Me, le carré Lu et le triangle T. Pour les micros, le tiré se prononce Gou et le point Don. Et là, si vous avez suivi la vidéo précédente sur l'architecture, peut-être que cela a fait tilt dans votre tête, car don est également le terme donné pour l'unité de mesure employée par les primaires. Pourquoi ? Eh bien tout simplement car la valeur de cette unité de mesure était la largeur du fer pour marquer le symbole du point au tout début quand ils écrivaient encore sur la pierre. Pour revenir aux prononciations, le groupe qui s'est occupé de les choisir pour les différents symboles était une sous-division du groupe linguistique. Comme personne n'avait particulièrement cherché à définir de prononciation réelle, vu qu'une base de traduction latine avait déjà été choisie, ils ont proposé et fait valider un mode de prononciation des écritures primaréennes en s'inspirant, entre autres, de la langue d'origine d'une de leur équipe, le Xhosa. Au final, c'est vraiment plus pour la blague qu'autre chose, parce que, vous allez comprendre très vite, non seulement c'est inutile, mais c'est surtout proprement incompréhensible, même avec de l'entraînement. Si vraiment cela vous intéresse, je vous expliquerai une autre fois comment fonctionne cette prononciation. Mais en gros, si j'essaye de lire le mot que je vous ai montré tout à l'heure, cela se lit ka, kafio ka, lu me lu, te, lu me te lu. Donc voilà, tout ça pour dire armure de plaque, hein. Et encore, je n'ai pas lu les micros. Nous allons nous arrêter là pour le moment, car je me doute que cela fait déjà beaucoup trop d'informations à digérer en une fois. Les principes d'écriture et de stockage de l'information par les primaires sont riches et complexes. Nous aurons toujours l'occasion d'y revenir une prochaine fois. Je tiens à vous rappeler que cet univers, ces histoires, ainsi que tous les éléments que je vous ai montrés, ne sont que pure invention. Mais si vous les avez appréciés, vous pouvez les partager autour de vous. L'univers de Primae continue de se construire, et vient d'acquérir ses notions de langage et d'écriture. Si ces nouvelles informations vous inspirent, n'hésitez pas à donner vos idées dans les commentaires. Et n'oubliez pas, que tout ceci n'est que mythos.